Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et pour commencer cet épisode, je vais vous parler du cheval de Troie. L'histoire du cheval de Troie m'a toujours semblé un peu étrange. C'est-à-dire que vous avez deux camps. Vous avez les Troyens et les Grecs qui sont en guerre. Les Grecs partent, laissent un cheval en bois et les Troyens ne trouvent rien de mieux à faire que l'amener dans leur camp. Ça m'a toujours semblé un petit peu illogique. Et vous pourriez dire que c'est juste un mythe. Il n'y a pas vraiment de raison de trop se casser la tête pour comprendre cette histoire. Mais je voudrais avec vous observer l'autre côté de cette histoire. Je voudrais observer avec vous l'angle psychologique du Troyen moyen. Je voudrais réfléchir à quelle histoire est-ce que quelqu'un qui est assiégé, qui est en guerre depuis des années, quelle histoire est-ce qu'il se raconte le soir en s'endormant ? Et l'histoire qu'il se raconte chaque soir en allant se coucher, l'histoire qu'il se raconte quand il dîne avec ses amis, l'histoire qu'il raconte à ses enfants, c'est que la guerre est presque finie. C'est que on va bientôt gagner. C'est que Troie va triompher. Et donc, le jour où, tout d'un coup, une preuve que Troie a gagné se présente à leur porte, le Troyen moyen, il a envie d'y croire. Et bien sûr, quand vous avez une guerre, les deux côtés qui pensent qu'ils vont gagner. Et quand vous avez deux côtés qui interprètent les mêmes événements de façon différente, c'est toujours le signe d'un biais cognitif. Aujourd'hui, je voudrais étudier avec vous ce biais cognitif en particulier que j'appelle le biais narratif. Bien sûr, ce podcast est le deuxième épisode d'une nouvelle série sur le podcast Marketing Mania sur les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont toutes ces particularités de l'esprit humain qui font que nous ne sommes pas tout à fait rationnels. Et comprendre les biais cognitifs, c'est comprendre votre propre cerveau, c'est comprendre celui de votre famille, de vos amis, et bien sûr comprendre le cerveau et le processus de décision que vos prospects utilisent pour acheter. Le but vraiment de cette série de podcasts, c'est de mieux comprendre le comportement humain pour pouvoir mieux communiquer et mieux persuader. Mais c'est aussi une affaire de comprendre votre propre réflexion de façon à prendre de meilleures décisions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de cette série à l'adresse marketingmania.fr/billets, B-I-A-I-S. Et bien sûr, à cette adresse-là, vous pouvez télécharger un guide PDF qui rassemble la liste des biais cognitifs qui vont être mentionnés dans ces 6 épisodes et comment les utiliser et comment les exploiter dans votre marketing. Pour vous expliquer plus en détail ce qu'est le biais narratif, on va prendre une citation qui vient d'un bouquin de Nassim Nicholas Taleb, qui est à l'origine un trader de Wall Street, qui est devenu essentiellement un philosophe et qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Black Swan et qui traite de tout un tas de biais dans la façon dont nous allons percevoir différents événements. Et cette citation en particulier mentionne le biais narratif. Je cite Nassim Nicholas Taleb. Le biais narratif concerne notre capacité limitée à observer des séquences de faits sans superposer une explication, ou, de façon équivalente, sans imposer un lien logique, une flèche de connexion entre ces faits. Les explications nous permettent de lier les faits entre eux. Elles nous aident à les mémoriser, et elles nous aident à faire sens de ce que nous observons. Le danger de cette tendance apparaît quand elle augmente notre impression de comprendre. Fin de la citation. En d'autres termes, quand nous observons une séquence d'événements, nous avons un besoin profond, un besoin humain, de pouvoir déduire une chaîne de cause à effet entre ces événements. Nous voulons pouvoir raconter une histoire qui explique ce que nous voyons de façon cohérente, même quand les événements que nous avons observés sont a priori aléatoires, sont une coïncidence, ils ne sont pas liés entre eux. Évidemment, vous avez un effet de renforcement avec ce dont on a parlé la semaine prochaine, qui est le biais de confirmation. Voyons ensemble plusieurs exemples du biais narratif en action. La première chose concerne la météo. Si vous revenez aux peuples anciens,
Tous les peuples anciens avaient une explication pour expliquer pourquoi est-ce que la météo existait. Pourquoi est-ce que certains jours il faisait beau, pourquoi est-ce que certains jours il pleuvait. Bien souvent, il y avait une explication surnaturelle, il y avait l'esprit de la forêt, il y avait un dieu, etc. Encore plus surprenant, bien souvent, on pouvait mettre en place des rituels. Donc, par exemple, chez les Grecs, c'était des sacrifices. Vous avez, dans d'autres peuples, vous avez les histoires de danse de la pluie. On avait des rituels qui étaient censés causer la pluie. Et donc, on vous expliquait une histoire logique entre différentes actions que les humains pouvaient contrôler et des conséquences en termes de météo. Évidemment, aujourd'hui, on sait que les actions des êtres humains, ou en tout cas les actions en termes de sacrifice et de danse de la pluie, n'ont pas d'impact direct sur la météo qu'on va observer. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que les gens, pendant des centaines de milliers d'années, se sont convaincus que ce lien existait? C'est un indice assez clair du biais narratif. On observe quelque chose, un événement météorologique, une tornade, la pluie, la sécheresse, qu'on ne peut pas expliquer avec les moyens technologiques accessibles. Et donc, l'être humain a un besoin profond, irrésistible, de trouver une cause, de trouver une explication, de dire pourquoi. Et si vous croyez que cette tendance fondamentale de l'esprit humain a disparu, évidemment, elle est toujours là. Et récemment, j'ai découvert un exemple magnifique de ce biais narratif dans un podcast que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle This American Life, un podcast américain qui est essentiellement du journalisme. Ils vont parler à des gens, ils vont interviewer des gens sur leurs expériences. Et l'histoire en particulier qui m'a marqué, c'est l'histoire d'une petite ville, d'une petite ville américaine qui est dévastée par une tornade. Et vraiment, environ un tiers des maisons ont été complètement détruites par la tornade. Et il s'est avéré que par coïncidence, cette tornade est arrivée le jour de la fête de fin d'année, le fameux prom que vous voyez dans toutes les séries américaines du lycée. Et donc, l'histoire du podcast se concentrait sur les adolescents, sur les lycéens qui avaient été à cette fête de fin d'année, qui est un événement assez important pour eux, et qui, pendant qu'ils étaient là, à la fête de fin d'année, leur ville avait été ravagée par une tornade. Et beaucoup d'entre eux avaient perdu leur maison. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs des adolescents qui ont été interrogés étaient convaincus d'avoir causé la tornade. Donc, il y avait en particulier une jeune fille qui avait plaisanté avec une de ses amies qu'il ne se passait jamais rien dans leur ville. Et si au moins il y avait une tornade ou un cataclysme ou un séisme, au moins ça mettrait un peu d'animation, ça mettrait un peu d'ambiance et on pourrait au moins, quelque chose au moins pourrait se passer, on s'ennuierait moins dans cette petite ville de Pouilleux. Et elle avait fait cette blague-là quelques jours avant la tornade. Et elle était convaincue que Dieu ou les événements surnaturels ou le karma l'avaient punie en envoyant la tornade, puisque tu crois qu'une tornade c'est si marrant, boum, voilà une tornade. Évidemment, ça n'a aucun sens vu de notre point de vue, mais d'un point de vue humain, en fait, c'est une relation qui est assez logique à faire. Il y avait une autre anecdote d'un jeune garçon qui avait eu beaucoup de malchance sur les dernières années où son père était mort, ils n'avaient plus d'argent, ils avaient perdu leur maison, ils avaient dû déménager dans une plus petite maison dans un autre quartier. Il avait subi tout un tas de malchance, de difficultés dans ses années de lycée. Et c'est avéré que la tornade avait absolument détruit sa nouvelle maison, sachant que son ancienne maison dans laquelle il habitait avant d'avoir été forcé de déménager était restée intacte. Et il était convaincu que la tornade avait spécifiquement ciblé sa maison parce qu'il était si malchanceux, et que si seulement il était resté dans l'autre maison, la tornade aurait changé de trajet pour détruire son ancienne maison. Évidemment, encore une fois, le fait que des lycéens dans une petite ville américaine expliquent une tornade dans leurs circonstances personnelles nous semble absurde. Mais ça indique ce biais très humain et qui est de expliquer les événements aléatoires, les événements incontrôlables, les événements complexes par une suite d'éléments narratifs simples. L'autre exemple que je vais prendre pour illustrer ce principe, ce sont les États-nations. Les États-nations, donc que ce soit la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre ou tous les autres États, la Chine, fonctionnent de la même façon qu'une religion, dans la mesure où c'est une construction sociale qui n'a pas de représentation dans la matière, c'est-à-dire que la frontière entre la France et l'Allemagne ou entre la France et l'Espagne a été déterminée de façon historique. Donc comment est-ce que vous pouvez construire la cohésion d'un État quand essentiellement les frontières sont basées sur des accidents historiques? La réponse, c'est comme pour une religion. Vous allez mettre en place des mythes fondateurs. Le mythe fondateur en France, évidemment, c'est Vercingétorix, Charlemagne, c'est la Révolution française, Napoléon.
c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la résistance. Tous ces mythes fondateurs permettent de créer une relation de cause à effet entre les événements passés et ce qu'est la France aujourd'hui, donc liberté, égalité, fraternité. On a construit l'histoire de France d'une certaine façon, parce que ça semble évident que la République, l'État, dans la structure actuelle, est une évidence, est une conséquence absolument logique de l'histoire. Évidemment, si on creuse dans l'histoire, on découvre qu'il y a beaucoup d'éléments, de moments où les choses auraient pu prendre un tour différent. Et il y a beaucoup d'événements de l'histoire de France, on pense par exemple à la colonisation, aux guerres de religion, qui ne rentrent pas dans l'histoire qu'on essaye de vous raconter, qui est liberté, égalité, fraternité. Mais un État-nation, pour être construit, pour tenir, pour être cohérent, fonctionne sur ce principe de on a construit une histoire qui explique les choses de façon évidente. Les États-Unis, pour prendre un pays dont on connaît plutôt bien les mythes fondateurs, fonctionnent exactement sur le même principe. Donc tout ce que j'ai pris ici, ce n'est pas de dire que la France est particulièrement incohérente dans son histoire. Les États-Unis sont pareils. Vous avez les pères fondateurs, les pionniers, la conquête de l'Ouest, la destinée manifeste. Tous ces concepts-là aux États-Unis partent du principe que l'histoire des États-Unis est une ligne droite essentiellement, une suite de causes à effet qui sont logiques, que rien n'a été aléatoire, il n'y a pas d'événements accidentels, et que donc l'État américain, dans la façon dont il existe aujourd'hui, avec les valeurs qui existent aujourd'hui, était une conclusion négative et une conclusion incontournable des événements passés. Maintenant, regardons plus précisément comment est-ce que ce biais narratif fonctionne. La première chose, c'est évidemment, on a une lollapalooza, pour utiliser le terme de Munger, avec le biais de confirmation. Puisque une fois que vous avez une opinion, il vous suffit d'aller chercher les faits qui correspondent à l'histoire que votre cerveau veut raconter. Donc le biais de confirmation et le biais narratif peuvent bien souvent aller dans la même direction pour aider à construire une histoire épurée ou une suite de cause à effet épurée pour expliquer un résultat. Et là-dessus, je voudrais prendre l'exemple de Steve Jobs. Les gens ont différentes opinions sur Steve Jobs. Certaines personnes pensent que c'était un sociopathe qui avait des bonnes idées sur le design. D'autres personnes pensent que c'était un génie révolutionnaire, etc. Dans la pratique, l'opinion que vous allez avoir sur Steve Jobs va être largement basée sur votre vision du monde. Et selon la vision du monde que vous préférez, selon vos opinions politiques, selon votre domaine professionnel, vous allez choisir une certaine interprétation du personnage, une certaine histoire épurée de Steve Jobs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît tous des êtres humains. Les êtres humains ne sont jamais si simples que ça. Vous ne pouvez pas résumer une personne à une histoire simple ou à une étiquette. Mais pour la plupart des gens, Steve Jobs va se résumer à une suite d'événements. Donc ça va soit être un sociopathe qui exploitait des petits-enfants au Vietnam, ou soit ça va être un génie qui a révolutionné le milieu de l'informatique encore et encore et encore. Et les faits et événements que vous connaissez sur Jobs, donc l'histoire que vous construisez, va soutenir votre croyance établie. Donc par exemple, si vous pensez que Steve Jobs est un génie, saviez-vous que pendant les années 80 et jusqu'au début des années 2000, Steve Jobs était largement considéré comme un has-been complet. C'était un loser qui avait eu quelques bonnes idées au début des années 80, mais qui, après s'être fait virer d'Apple au milieu des années 80, n'avait rien fait d'autre, avait tenté plein de choses, n'avait pas réussi, et jusqu'au début des années 2000, était considéré comme un has-been. Pendant à peu près 15-20 ans, Steve Jobs était vu assez largement comme un loser. D'un autre côté, si vous pensez que si Steve Jobs est un sociopathe, savez-vous qu'il avait été farouchement loyal à ses employés, que beaucoup de gens avaient travaillé avec lui pendant 20-25 ans, à partir du moment où il avait bossé chez Next, que les gens l'avaient suivi dans toutes ses aventures, et que la fille qu'il avait abandonnée, qui est quelque chose qui est très souvent cité, il avait abandonné sa première fille, mais il était revenu vers elle, et plus tard dans sa vie, il s'est largement occupé d'elle, et il a longuement regretté, il a longuement essayé de réparer cette erreur-là. L'idée ici, c'est pas d'argumenter d'un côté ou de l'autre, parce que personnellement, j'ai beaucoup d'intérêt pour Steve Jobs, mais c'est pas vraiment le sujet du podcast. L'idée, c'est de dire que à peu près tout le monde a une opinion plus ou moins bien informée sur Steve Jobs, qu'ils connaissent différents faits qui, comme par hasard, soutiennent l'histoire qu'il raconte sur Steve Jobs. En d'autres termes, les gens ne sont pas vraiment intéressés par comprendre qui est le personnage de Steve Jobs. Ils sont intéressés par pouvoir le mettre dans une case, avoir une histoire facile qui lui permette de conceptualiser qui est ce personnage. Un autre effet qui va permettre de renforcer le biais narratif, c'est le syndrome du, entre guillemets, « je le savais ». C'est-à-dire que rétrospectivement, tout fait sens, on peut tout expliquer. Et l'exemple que j'adore de ce côté-là, c'est la crise financière. Rétrospectivement,
La crise financière de 2008-2009, elle était évidente et tout le monde l'a vu venir. Étrangement, en 2007, assez peu de gens en parlaient et assez peu de gens l'ont vu venir. Ou en tout cas, personne ne savait le moment à laquelle elle allait arriver. Donc rétrospectivement, on peut toujours vous expliquer A plus B plus C plus D, pourquoi les événements qui sont passés sont absolument logiques et évidents et pourquoi est-ce que tout le monde aurait dû les voir venir. Évidemment, quand vous êtes dans le moment, l'environnement que vous voyez n'est pas aussi simple, puisque vous n'avez pas sélectionné les faits qui expliquent la conclusion, puisque vous ne connaissez pas encore la conclusion. Et dans la pratique, les évolutions qu'on va avoir dans les 15 prochaines années sembleront rétrospectivement évidentes. Aujourd'hui, il est assez difficile de les prédire. Pourquoi ? Parce que, basé sur les informations qu'on a, certaines informations qu'on a aujourd'hui vont être pertinentes, d'autres vont être des fausses pistes. Comment les distinguer ? A posteriori, c'est facile de les distinguer. Dans la pratique, c'est très difficile. Et tous les événements historiques, que vous pensiez à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quand vous le voyez dans le livre d'histoire, c'est évident. Donc, archiduc François Ferdinand, la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, Adolf Hitler, Deuxième Guerre mondiale, tout semble s'enchaîner de cause à effet. Dans la pratique, quelqu'un qui vit à cette époque aurait été incapable de prédire 1% des événements qui allaient se passer. Donc voilà, c'est le syndrome du je le savais, qui vous permet de construire une histoire vraiment logique et vraiment simple, un effet de domino, rétrospectivement, qui est impossible à faire quand vous êtes dans la situation. Et Steve Jobs lui-même, puisque j'en parlais de lui tout à l'heure, tombe dans ce piège. Donc il y a un discours assez connu de Steve Jobs, qui est le commencement speech qu'il avait fait à Stanford, où il vous explique qu'il suffit de suivre votre passion, et si vous suivez votre passion, vous allez naturellement trouver quelque chose et avoir du succès dans la vie. Donc ce qu'il fait là, c'est prendre son exemple, regarder et trouver les éléments de son histoire qui soutiennent la thèse qu'il a envie de donner. Il ne le fait pas avec malhonnêteté, il le fait avec une envie d'aider. Mais évidemment, quand vous revoyez votre propre vie, il semble que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est une conséquence logique des choix qui ont été faits. Mais bien souvent, il y a un impact de la chance, il y a un impact du hasard, il y a un impact des tournants que vous allez prendre qui est difficile à quantifier sur le moment. Rétrospectivement, pour Steve Jobs, son parcours lui semble évident. Elle vous explique, voilà, connecting the dots, on peut regarder les différentes choses que j'avais fait quand j'étais à l'université, que j'ai pris un cours sur la calligraphie, ça m'a aidé plus tard dans le Macintosh, etc. Il ne vous parle pas des 50 autres cours qu'il a fait à l'université et qui n'ont pas du tout aidé pour le Macintosh. Donc il y a un biais ici de sélection, il y a un biais narratif où évidemment l'histoire de Steve Jobs, racontée par lui-même, était largement épurée par rapport à ce qu'elle a été dans la pratique. L'autre élément qui va renforcer le biais narratif, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Donc ça, c'est aussi lié à ce dont je viens de parler avec Steve Jobs. Le biais du survivant, c'est l'idée qu'on n'entend pas parler de toutes les entreprises qui ont échoué. Donc si vous avez 10 000 personnes qui se disent « J'ai écouté Steve Jobs, je vais suivre ma passion et je vais monter une entreprise pour suivre ma passion », il est possible que 9 999 échouent complètement. Mais il y en a un qui va faire $1 milliard. Il y en a un qui va monter Dropbox, qui va monter Airbnb, qui va monter YouTube, qui va monter Facebook. Il y a un Elon Musk dans ces 10 000 personnes. De qui est-ce que vous allez entendre parler ? Dans ce podcast, qui est-ce que je vais mentionner comme exemple ? Sur les magazines, dans les journaux, à la télé. De qui est-ce que vous entendez parler ? Vous entendez toujours parler des gens qui ont réussi, de façon évidente, parce que c'est ceux qui sont intéressants. Mais ça veut dire que vous allez avoir un biais où si vous regardez dans les médias ou dans votre environnement, vous allez, de façon disproportionnelle, entendre parler des gens qui ont réussi, des gens qui ont suivi leur passion et qui ont réussi, des gens qui ont monté tel business et qui ont réussi. Vous entendez moins parler des gens qui échouent. Et donc, vous allez naturellement avoir un biais de sélection qui fait que cette personne a réussi et ça semble évident. Quand vous avez une start-up, une licorne qui fait plus de $1 milliard, vous avez toujours une histoire d'origine des fondateurs. Comment ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était dur, ils ont lutté, etc. Et quand vous entendez cette histoire, ça semble toujours évident qu'ils allaient finir par réussir. Dans la pratique, pour eux, ça ne semblait pas évident. Il y a des moments où ils ont vraiment douté. Mais surtout, il y a des gens qui ont vécu après les mêmes expériences et qui ont fini par échouer. Et c'est ça, le biais du survivant. Un autre élément qui renforce, encore une fois, ce biais narratif, c'est ce que je vais appeler l'illusion de la justice kantienne. Alors là, vous avez un gros terme de philosophie. Ça pourrait aussi s'appeler l'illusion du karma. L'illusion du karma, c'est l'idée que les gens qui font de bonnes choses reçoivent de bonnes choses, les gens qui font de mauvaises choses seront punis et inversement. Il semble que cette idée-là, elle est ancrée dans l'esprit humain. C'est-à-dire que si vous avez une histoire, vous avez envie que l'histoire qu'on vous raconte, donc dans un film, dans un livre, suive cette loi du karma. Et pour ça, je vais prendre un exemple que j'ai découvert qui me semble assez intéressant, qui est l'exemple de 2 films. Le premier film dont on va parler, c'est le film Wall Street de Oliver Stone, sorti en 87, avec Charlie Sheen et Michael Douglas.
Dans le film Wall Street de Oliver Stone, vous avez Gordon Gekko, qui est un financier de Wall Street qui fait beaucoup d'argent grâce à essentiellement un système d'insider trading, donc il a des informations pour trader, etc. Donc il fait beaucoup d'argent, donc c'est un méchant. À la fin, le FBI le chope et il va en prison, et c'est la fin, et c'est la chute, etc. C'est l'histoire classique du méchant, il est corrompu, il gagne trop d'argent, donc il tombe et il doit aller en prison. L'autre exemple, c'est un film de 2013, Le Loup de Wall Street, de Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. Dans ce film, le héros est aussi un mec qui est sur Wall Street, et aussi un mec qui gagne beaucoup d'argent grâce à de la fraude. Mais à la fin du film, il se fait certes taper sur les doigts par le FBI, mais essentiellement, il va dans une prison tranquillou pendant, il me semble, quelques mois, où il va jouer au tennis dans la prison, et puis ensuite, il sort de prison, et puis il continue sa carrière de façon totalement tranquille, et il devient, à la fin, on le voit monter sur scène, et il fait des séminaires, et il gagne beaucoup d'argent en apprenant aux gens comment vendre, etc. Ce qui est une histoire réelle. Beaucoup de gens ont été dérangés par ce film. Beaucoup de gens ont trouvé ça scandaleux que Scorsese glorifie les abus, glorifie la fraude, glorifie la drogue, les fêtes, glorifie les abus de Wall Street. L'idée, c'est que c'est une histoire réelle. Donc, dans la vérité, ce personnage qui s'appelle Jordan Belfort a effectivement été en prison pendant quelques mois, dans une prison très tranquille, et il est effectivement sorti, il a repris sa carrière, et il a continué à gagner beaucoup d'argent. Donc, ce qui dérange les gens, c'est non pas que le film n'est pas exact, c'est que le film ne reprend pas leur illusion interne de la justice kantienne. Et donc cet exemple, je trouve, la différence entre le Wall Street de Oliver Stone et le Wall Street de Scorsese illustre bien cette idée que les gens ont un biais où ils se disent forcément les gens qui font des mauvaises choses ou qui recevront des mauvaises choses, et les gens qui font des bonnes choses recevront de bonnes choses. C'est quelque chose qui est ancré dans l'esprit humain. Évidemment, on ne va pas le mentionner maintenant, mais beaucoup de religions fonctionnent sur ce système-là, que ce soit le système de karma ou le système d'enfer-paradis, où fondamentalement, vous allez toujours être récompensé des choses que vous faites ou puni des choses que vous faites. Le cinquième élément qui renforce le biais narratif, c'est ce que j'appelle le combat des histoires. Le combat des histoires, c'est l'idée que si vous voulez prouver qu'une histoire est fausse en mettant en avant des faits et des arguments, c'est absolument inutile, puisqu'on l'a vu avec le biais de confirmation. Plus vous allez donner des faits et des arguments contre une histoire que les gens se racontent, plus vous allez les pousser à se retrancher dans leur position. C'est-à-dire que la seule façon de concurrencer une histoire qui est racontée, c'est de créer une histoire concurrente. Et un domaine où les gens sont professionnels pour raconter des histoires et des histoires concurrentes, c'est la politique. La politique, c'est l'idée que vous n'allez pas proposer une solution à un problème. Vous allez raconter une histoire qui explique le problème, et donc, selon cette histoire, la solution est évidente. Prenons le problème de la pauvreté. La pauvreté, vous avez plusieurs explications. Soit la pauvreté, c'est une oppression du grand capital, parce que les grands patrons monopolisent les moyens de production, et donc les petits travailleurs ne peuvent pas s'en sortir. Et donc la solution évidente de cette histoire, c'est il faut redistribuer les moyens de production. Deuxième explication pour la pauvreté, il y a un manque d'égalité des chances, il y a de la discrimination. Les gens qui naissent dans différentes conditions ont plus ou moins de chances. Donc, conclusion, les gens ne sont pas égaux dans leurs chances de réussir. Donc, conclusion logique de cette histoire qu'on raconte pour expliquer les mêmes faits que tout à l'heure, c'est qu'il faut redistribuer la richesse. Donc, il va falloir imposer les gens et redistribuer les impôts. Troisième explication pour la pauvreté, pour vous dire, aujourd'hui, on a les opportunités dans la vie. Les gens qui ne réussissent pas dans la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, ils n'ont pas assez éduqué, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour réussir. Et donc, la solution pour réussir, c'est de travailler plus dur. Et donc, on arrive à la conclusion absolument opposée à ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut inciter les gens à travailler plus en diminuant les impôts et en augmentant la liberté de commerce et le libre-échange et le libéralisme, etc. Ici, vous avez les mêmes faits statistiques, les mêmes faits sociétaux, mais qui vont être expliqués par différentes histoires, et les différentes histoires vont mener à des actions finales qui sont totalement différentes. Et donc, le process de la politique, c'est de raconter des histoires concurrentes et de voir qui a l'histoire la plus persuasive, qui peut jouer sur les biais existants d'un électorat, qui peut jouer sur les intérêts de différentes personnes, mais au final, il faut raconter une histoire, et cette histoire va lier une situation, votre élection, et des actions qui vont être faites derrière. Pour prendre un autre exemple, on a en ce moment aux États-Unis l'élection entre Donald Trump et Hillary Clinton, donc vous avez différentes histoires qui peuvent être concurrentes sur Trump. L'histoire que Trump raconte, c'est que pour la première fois, c'est quelqu'un qui parle vrai.
C'est quelqu'un qui a une indépendance parce qu'il se finance lui-même, il n'a pas de donneur d'entreprise, puisqu'il se finance avec sa propre fortune. Donc quelqu'un qui parle vrai, quelqu'un qui dit les choses, qui n'a pas peur de dire ce que tout le monde pense. Et l'histoire opposée, c'est que Clinton elle-même, c'est une héritière d'une dynastie politique de Washington qui sert ses maîtres dans le corporate America et qui doit rester politiquement correct, qui ne peut pas dire les choses. L'histoire opposée à celle-ci, c'est l'histoire de dire que Trump, c'est un raciste, c'est un xénophobe, et qu'au contraire, Clinton représente le progrès, puisque c'est une femme, puisqu'elle est libérale, puisque. Et vous avez encore une autre histoire qui est concurrente, qui commence à émerger de plus en plus pour expliquer Trump, qui est que Trump n'est ni quelqu'un qui parle vrai, ni un raciste, c'est un opportuniste qui est en fait un excellent négociateur et un excellent persuadeur. Et si vous voulez démontrer que Trump est en fait, tout ce qu'il dit, c'est principalement pour négocier, pour persuader, pour gagner l'élection, puisqu'au départ, il faut se souvenir que quand on a commencé, tout le monde pensait que c'était un clown et qu'il n'avait aucune chance de gagner. Et maintenant, il est favori. En tout cas, il a gagné la nomination républicaine et il a de bonnes chances de gagner la présidentielle, selon moi. Et si vous voulez prouver cette histoire-là, il y a différents éléments que vous pouvez trouver. Par exemple, Trump a pas mal changé ses positions au fil du temps. C'est-à-dire que quand il a voulu gagner les républicains, il a pris une position très extrémiste. Et maintenant qu'il est dans l'élection générale, il a pris une position beaucoup moins extrémiste. Et ça, il semble qu'il fait un jeu où il a commencé par monopoliser l'électorat républicain. Maintenant qu'il a les républicains, il se repositionne plus vers le centre pour capturer une plus grande partie de l'électorat. Donc, vous avez ces trois histoires-là, et c'est encore une fois pas mon rôle de dire laquelle est la bonne, mais c'est intéressant de voir que vous avez différentes narratives pour expliquer les mêmes faits, puisqu'ils sont dans la presse, ces faits, mais qui expliquent est-ce que Trump est un raciste, est-ce qu'il est quelqu'un qui parle vrai, est-ce qu'il est juste un opportuniste qui joue sur les biais actuels pour gagner l'élection. Et dans toute cette conversation, ce qui va vous permettre de déterminer, ça va être vos biais existants, ça va être vos opinions, mais les faits concrets peuvent expliquer une position ou l'autre. En marketing, ça s'applique de différentes façons. La première chose, c'est que tout le monde vous dit en marketing, il faut faire du storytelling. Dire il faut faire du storytelling, c'est pas très utile en tant que tel. L'idée ici, c'est que l'histoire que vous racontez doit être l'histoire de votre prospect. Raconter votre histoire peut être utile, mais dans la plupart des cas, le plus utile, c'est de raconter l'histoire de votre prospect, de raconter l'histoire de leur passé, leur présent, leurs problèmes et la solution qui va exister. Il faut savoir que le prospect a déjà une histoire dans sa tête. Il a déjà une explication pour laquelle il a le problème qu'il rencontre. Il a déjà une idée de quelle est la solution possible ou impossible. Et donc, si vous tentez de donner uniquement des arguments rationnels, vos arguments vont avoir peu d'impact face à l'histoire qui est déjà racontée dans sa tête. Vous devez donc, comme toujours, utiliser le combat des histoires et remplacer cette histoire par une histoire concurrente. Par exemple, puisqu'on a parlé de Steve Jobs, on va continuer avec lui. Quand Steve Jobs est revenu à Apple, il a instauré une nouvelle histoire dans Apple et ça s'appelait Think Different. Think Different, c'était une campagne qui était de dire que Apple, on est quelqu'un qui sommes différents et on travaille pour les génies, pour les créatifs, pour les gens qui ont cette énergie différente, pendant que nos opposants, c'est-à-dire les PC, sont des gens un peu plan-plan, qui sont pas très créatifs, qui sont pas très intelligents, qui sont des comptables, des gens un peu carrés comme ça. Et donc ils mettent en place cette histoire où, selon votre propre vision de vous-même, vous allez vous identifier avec un côté ou de l'autre. C'est le cas de toutes les marques qui sont dans le domaine du lifestyle. Vous pensez par exemple à Harley Davidson, Louis Vuitton, Prada, Nike. Toutes ces marques fonctionnent sur l'idée que vous avez une histoire dans votre tête, une conception de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos actions. Et on va vous fournir une histoire qui est cohérente avec l'histoire que vous vous racontez déjà. Donc on surfe sur vos biais existants. On surfe sur le fait que vous pensez que vous êtes quelqu'un de créatif, de différent, et on va vous vendre un MacBook. Dans le domaine du produit d'information, par exemple, il y a un moment où je vendais un produit qui s'appelle la séduction pour les timides, qui permettait aux hommes timides de devenir meilleurs en amour. Le gros problème du timide moyen, c'est que c'est quelqu'un généralement qui a eu pendant les 30 dernières années de sa vie ou les 25 dernières années de sa vie très peu de succès. Et donc l'histoire qui est dans sa tête, c'est de se dire « je suis nul, je n'y arrive pas, je ne suis pas bon avec les femmes ». Et en sous-texte de ça, l'histoire qu'il se raconte, c'est que c'est une compétence qui est plus ou moins innée. L'histoire concurrente qu'il faut lui raconter pour pouvoir vendre ce produit, c'est de lui faire réaliser que les compétences sociales peuvent s'apprendre. C'est pas forcément inné. On n'est pas forcément né, bon ou mauvais en conversation. Et ça peut s'apprendre. Et une fois que j'ai mis en place ce retournement de situation,
tout d'un coup, la conversation est une compétence qui peut s'apprendre, le produit devient une conséquence logique. Puisque ça peut s'apprendre, voilà la formation qui va vous l'apprendre. La plupart des gens essaient de vendre cette formation sans avoir mis en place une histoire concurrente. Et donc les gens se disent « Ok, tu t'essayes de me vendre une formation sur la drague, mais je sais bien que la drague, c'est un truc qui est inné. Et comme je suis nul, ça va pas m'aider. » Donc il faut pouvoir retourner cette histoire avec une histoire concurrente. Et aucun niveau d'argumentaire rationnel ne va suffire. Il faut vraiment réfléchir en termes de biais narratifs et en termes de biais de confirmation. D'un point de vue plus large sur le business et sur votre vie personnelle, je vous conseillerais de faire attention aux histoires d'entrepreneurs à succès, surtout quand ils la racontent eux-mêmes. Parce que vous avez un biais narratif en action, vous avez un biais du survivant qui fait que voilà, l'entrepreneur qui a réussi ne sait pas toujours pourquoi il a réussi, comment il a réussi, et est-ce que des gens qui ont fait les mêmes choses que lui ont pu échouer dans la même situation. Puisque voilà, quand vous avez un échantillon de une personne, il peut être assez difficile de déterminer les tenants et les aboutissants. Et pour toutes ces raisons qu'on a décrites dans ce podcast, on explique pourquoi les Troyens avaient envie de croire au cheval de Troie. Ils avaient envie de croire parce que depuis le départ, ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner. Depuis le départ, ils avaient cette illusion qu'ils étaient du bon côté et que, au final, ils allaient gagner. Donc le jour où ils ont eu une petite preuve de la confirmation, ils se sont jetés dessus. Ils ne se sont pas demandé est-ce que ça pourrait être un piège, parce que ils ont uniquement observé des éléments qui soutenaient l'histoire qu'ils avaient déjà dans leur tête. Et l'histoire qu'ils avaient dans leur tête, c'est que ils allaient gagner et que les Grecs allaient prendre leur jambe à leur cou. Et c'est comme ça qu'ils ont fait cette erreur, évidemment, qui a été assez critique dans cette histoire en particulier. Et sur ce, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cette série, ça serait très positif pour moi que vous puissiez aller me laisser une évaluation à 5 étoiles sur iTunes. Ça me dit que cette série vous apporte de la valeur, cette série vous aide, cette série vous apprend quelque chose. Donc rendez-vous sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Laissez-moi une évaluation à 5 étoiles ou à 4 étoiles ou à 3 étoiles, selon l'opinion que vous avez de ce podcast. C'est très utile pour moi, pour la suite du développement de ce podcast. Je vous en serai très reconnaissant. Ça prend que quelques minutes. Et puis bien sûr, si vous voulez retrouver l'ensemble des épisodes de cette série et télécharger un guide PDF qui rassemble tous les biais cognitifs dont on a parlé dans cette série, je vous conseille de vous rendre sur le site à l'adresse marketingmania.fr/biais, BIAIS, où vous allez pouvoir retrouver tous les liens, tous les épisodes et le PDF avec l'ensemble des biais cognitifs. Donc l'URL, c'est marketingmania.fr/biais, BIAIS. Bien sûr, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania. On va encore une fois parler d'un biais cognitif. Cette fois-ci, on va parler d'un truc qui est le biais de tribalisme. À la semaine prochaine.